Bonjour à tous, bienvenue pour la réunion de présentation des résultats annuels 2019-2020 de la société Claranova et je passe tout de suite la parole à Pierre Cesarini, le PDG de Claranova. Merci Didier, bonjour à tous, merci d'avoir pris le temps de venir à la présentation de nos résultats. Je suis désolé qu'on ne puisse pas le faire en direct avec vous aujourd'hui, mais j'espère que ce format vidéo vous conviendra. Nous allons avec Jean-Yves donc vous présenter les chiffres de l'exercice de Claranova 2019-2020 qui s'étend de la période de juillet 2019 à juin 2020. On va essayer de prendre une demi-heure de présentation formelle et se garder une demi-heure pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions dès à présent au SMS que vous avez avec cette présentation et nous essaierons de répondre à l'essentiel de vos questions à la fin de cette présentation. Claranova s'affirme, je pense, un peu plus cette année encore comme un acteur global du numérique, acteur global avec 400 millions de chiffre d'affaires sur cette année fiscale, qui nous donne, je pense, aujourd'hui une certaine taille critique, surtout pour une société qui a 5 ans d'existence. Acteur global également à travers notre présence sur les 3 grands domaines de la technologie que sont le logiciel, le mobile et l'Internet des objets. Acteur global enfin à travers le nombre de nos clients qui aujourd'hui se chiffrent en dizaines de millions d'utilisateurs à travers le monde, sachant qu'aujourd'hui, plus de 94% de notre chiffre d'affaires se fait hors de France. Les 2 piliers sur lesquels nous avons construit Claranova sont d'un côté l'innovation, avec cette année plus de 20 millions d'euros dépensés en recherche et développement à travers à peu près 200 ingénieurs à travers le monde dans nos équipes. Le deuxième pilier est vraiment notre modèle économique. Modèle économique essentiellement B2C, où nous avons investi cette année plus de 86 millions d'euros d'investissement en marketing digital pour aller récupérer les clients sur Internet, le plus souvent à travers un modèle économique freemium. Et ces modèles B2C, online, freemium sont, je pense, aujourd'hui parmi les plus résilients en termes de modèle économique, surtout dans la période un peu compliquée que nous vivons aujourd'hui. À travers ces 2 piliers, donc l'innovation et nos modèles économiques, nous avons pu créer cette société aujourd'hui qui fait plus de 400 millions de chiffre d'affaires, dont en fait la moitié de ces 400 millions sont aujourd'hui un chiffre d'affaires récurrent. Et nous avons pu maintenant enchaîner 14 trimestres consécutifs de croissance aujourd'hui profitable. Les grands chiffres de Claranova sur cet exercice, 409 millions de chiffre d'affaires, 56% de croissance, dont à peu près 20% de croissance organique, plus de 50% du chiffre d'affaires récurrent, comme je le mentionnais tout à l'heure, 94% du chiffre d'affaires à l'étranger, un profit cette année, un ROC de 17,4 millions d'euros et un flux de trésorerie qui aura été multiplié par 4 à 29 millions d'euros et 83 millions de trésorerie disponibles. Je vais laisser la parole à Jean-Yves qui va pouvoir vous détailler l'ensemble de ces chiffres. Merci Pierre, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, je vais effectivement essayer de vous détailler un tout petit peu les chiffres clés de l'exercice 2019-2020 de la société Claranova, dont vous avez déjà eu un aperçu par Pierre à l'instant. Donc, comme on l'a annoncé au mois d'août maintenant, on a donc franchi le cap des 400 millions d'euros de chiffre d'affaires à 409 millions, c'est-à-dire 46% de croissance en moyenne sur les 3 exercices, donc une vraie croissance importante répétée sur une période de temps assez importante. Les 56% de croissance de l'exercice se décomposent, si vous voulez, en 20% de croissance organique, 32% d'effets périmètres qui sont liés à l'acquisition des activités de Personal Creations qui ont été acquises au mois d'août de 2019, et enfin 4% d'effets change positifs cette année, essentiellement change USD-euro. Ce résultat, ce chiffre d'affaires est soutenu par une très forte dynamique d'investissement, à la fois en marketing et en R&D. Donc on a repris ici les chiffres des 3 dernières années. Vous voyez qu'on atteint 86 millions d'euros d'investissement en marketing en 2019, en 68% de croissance par rapport à l'exercice précédent. Donc c'est une vraie forme d'accélération par rapport à l'exercice précédent, c'était 51 millions sur 31. 42% de croissance des investissements R&D dans l'exercice à 21 millions. Donc là aussi, un investissement, un effort
conséquent consacré à l'entreprise, à ses investissements marketing, acquisition de nouveaux clients et au R&D qui est des nouveaux développements, de nouveaux produits, de nouvelles plateformes. Dans cet exercice, dans cet univers que nous connaissons cette année, nous sommes fiers d'avoir pu également préserver notre profit opérationnel qui augmente de 9%. Dans ce composite qu'on appelle le ROC normalisé dans l'entreprise, qui augmente de 16 millions par rapport à l'année dernière. Donc 9% d'augmentation, c'est 4% du revenu, si on l'exprime de cette façon-là. Donc en profitabilité opérationnelle, 4% exprimé en pourcentage du CA. Et c'est enfin 17,4 millions de rentabilité, de profit, qui exclut 5 millions de réduction de coûts, essentiellement aux États-Unis, dans le programme qu'on appelle le Payroll Protection Program des autorités américaines, qui n'ont pas été inclus dans les EBITDA et qui en même temps pour lesquels on a reçu quand même les aides américaines pour des raisons techniques sur lesquelles on pourra revenir. On a préféré ne pas les intégrer encore dans les EBITDA, mais c'est quelque chose qui a été de toute façon financé par l'État américain, donc pour nous est conçu comme une forme de réduction des charges. Nous verrons comment est-ce que ce sera traité plus tard. Donc, une marge opérationnelle, donc une profitabilité qui baisse de 6,1% l'année dernière, l'exercice précédent à 4,3% maintenant, pour trois grandes raisons. La première, la plus importante probablement, l'acquisition de Personal Creations, qui, comme nous l'indiquons, n'a pas contribué à la profitabilité du groupe au terme de sa première année d'intégration. Ça, c'est vraiment le premier. Le deuxième, c'est également, comme on vient de le dire, le fait qu'on n'ait pas pris en compte dans les EBITDA ces réductions de charges de personnel américains de 5 millions de dollars, qui auraient correspondu à environ un petit peu plus d'1% de rentabilité supplémentaire, donc qui nous aurait passé à plus de 5. Et enfin, toujours cet effort de multi-annuel maintenant, de recentrage des activités du modèle d'affaires d'AvantQuest, depuis la vente de licences qu'on dit perpétuelle, vers des ventes de licences par abonnement, et qui a toujours un impact prix important sur nos niveaux de profitabilité, mais qui est en même temps un effort que l'entreprise stratégique que l'entreprise choisit pour des raisons notamment de pérennité et de prévisibilité en quelque sorte de son flux d'affaires sur plusieurs années. Donc là, on vous propose un tableau de passage pour expliquer comment est-ce qu'on passe ensuite de ce ROC normalisé vers le résultat net. Alors première chose, c'est que le ROC normalisé n'inclut pas, comme c'était déjà le cas dans le compte de décembre, l'impact IFRS 16. Il y aura une slide spécifique plus tard sur l'impact IFRS 16, mais donc c'est un effet positif de l'IFRS 16 qui fait passer le ROC normalisé à 20 lorsqu'on inclut l'IFRS 16. Ensuite, assez classiquement, 7 millions de dotations aux provisions et aux amortissements, qui donnent donc un ROC à 13 millions d'euros pour l'entreprise au global. Et enfin, les éléments en dessous du ROC sont des éléments des charges et des produits exceptionnels, liés là encore essentiellement à des charges et des honoraires liés à l'acquisition de Personal Creations, toujours. Et enfin, un résultat financier qui sont les financements notamment bancaires obligataires que l'entreprise porte dans son bilan depuis 3 ans dans le cadre de l'Ornan, et 2 ans dans le cadre de l'Ornan et 1 an dans le cadre de l'EuroPP. Donc un résultat net d'1 million qui confirme l'amélioration du profil financier de l'entreprise, puisque c'est la première fois qu'on a un résultat net positif depuis 2015. Alors l'entreprise était déjà opérationnellement profitable depuis plusieurs années, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que également ce ratio de résultat net est devenu maintenant positif après quelques années. Alors, comme l'a dit déjà Pierre tout à l'heure, ce qui est vraiment frappant, c'est la forte génération de trésorerie opérationnelle dans l'entreprise, qui a été multipliée par 4 sur l'exercice, avec essentiellement un effet de variation de BFR. C'est un peu technique, mais vous savez, c'est cet argent qui est mobilisé par le simple flux d'affaires que porte l'entreprise. Dans notre cas, on opère à BFR négatif, c'est-à-dire que plus on a client, moins on a besoin de financer notre activité, puisque ce flux d'affaires nous est apporté en quelque sorte par nos clients, et qui passe de -4 à l'exercice précédent à 23. Donc c'est vraiment un impact important. En même temps, donc cette trésorerie, elle nous a servi à faire des investissements, 33 millions d'euros d'investissements qui ont été portés par la trésorerie de l'exercice. Là encore, l'acquisition de Personal Creations en représente une partie importante. Il y a également les éléments qui sont liés aux différés relatifs à l'acquisition de Solaria d'il y a 2 ans maintenant. Et enfin, donc, une trésorerie donc à la clôture qui est en augmentation de 10%, passant de 75 à 83. Ça, c'est la trésorerie globale disponible. On va faire un zoom un petit peu, si vous voulez, là-dessus maintenant, juste pour la décomposer. La trésorerie globale passe de 75 à 83. Si on regarde la trésorerie nette, c'est-à-dire la trésorerie disponible moins les engagements, on passe de 23 à 14, qu'on trouve un chiffre intéressant puisque ça représente un buffer en quelque sorte qui est intéressant vu la taille de l'entreprise et surtout qui reste très positif
alors même qu'on a consenti beaucoup d'efforts d'investissement à nouveau au cours de l'exercice. Je vous rappelle les 33 millions d'efforts qui ont été consentis au titre de l'acquisition de Personal Creations, assez stratégique, ainsi que les écarts le paiement différé qui était lié à Solaria. Je fais donc, comme je l'indiquais tout à l'heure, peut-être un zoom rapide sur l'impact IFRS 16. Donc c'est le premier exercice dans lequel on a l'IFRS 16 sur l'intégralité de l'exercice. On avait déjà eu les présentations de décembre qui en incluaient sur une partie de l'année. Donc là, on prend tout l'exercice. L'impact sur le compte de résultat, il est globalement de 0, il est de 0,4 sur le résultat net, donc c'est vraiment extrêmement faible. L'impact sur le bilan, c'est plus 10 millions d'euros lié à cette nouvelle façon, en quelque sorte, de calculer les charges locatives et les coûts d'intérêt qui y sont attachés. Donc globalement, impact neutre sur la trésorerie, impact neutre sur le PNL et plus 10 millions, donc tout à fait mesuré sur le bilan du côté bilanciel. Pour faire simple, ce sont essentiellement des bâtiments, essentiellement aux USA, qui nous font faire ces calculs liés à l'IFRS 16. Voilà, c'était donc, je repasse la parole à Pierre pour les performances des activités individuelles. Ce qu'on voulait faire, comme d'habitude, c'est de vous faire un petit horizon de nos 3 activités, en commençant par Planet Art. Je dirais encore une année de forte croissance pour Planet Art, un chiffre d'affaires de 314 millions, hausse de 78%, dont quasiment 30% à périmètre constant. Si je devais retenir quelques points saillants sur cette activité, je dirais nous avons continué à déployer Freeprint sur de nouveaux pays, notamment en Europe. On a vu une belle montée en charge de nouveaux produits comme Freeprint Tiles et Freeprint Cards, qui ont vraiment plus contribué cette année au chiffre d'affaires de l'activité. Et en fait, on a même vu pendant la période de Covid une augmentation assez significative du trafic de Freeprints, surtout en Europe. S'il y a peut-être un point marquant sur cette année, c'est bien sûr l'acquisition de Personal Creation. Pour vous rappeler, c'est une activité que nous avons rachetée en août 2019 à un groupe américain qui s'appelle FTD et qui se trouvait être en Chapter 11. Et donc, c'est une acquisition que nous avons faite à l'époque pour 18 millions de dollars. Cette activité aura contribué cette année au chiffre d'affaires de Planet Art pour 88 millions d'euros. Donc, on aura acheté une activité de 18 millions de dollars qui aura contribué quasiment à hauteur de 100 millions de dollars. Donc, on pense que c'était une activité qui était très intéressante. Comme le disait Jean-Yves tout à l'heure, Personal Creation n'aura vraiment pas contribué cette année à la profitabilité du groupe parce que, pour des raisons, je pense, assez évidentes, nous nous sommes concentrés sur cette première année essentiellement sur l'intégration des équipes et une forme de rationalisation du business, d'une activité qu'il fallait un peu restructurer. Donc vraiment, notre priorité a été cette année d'intégrer les gens, de stabiliser le business pour essentiellement le préparer pour le futur, sachant que nous avons encore pas mal de synergies maintenant à aller chercher, synergie en termes de produits, synergie marketing, synergie géographique, synergie en termes de cross-selling, vente sur notre autres activités. Donc on va vraiment, je dirais, pouvoir travailler à partir de cette année sur le déploiement de cette activité avec un objectif très clair de pouvoir amener ce business à un niveau de profitabilité, je dirais, à peu près équivalent aux autres activités de Planet Art. Un point quand même important, au-delà de la dimension, je dirais, augmenter notre chiffre d'affaires, il y avait une dimension extrêmement stratégique dans l'acquisition de Personal Creation qui était accéder à ce marché du cadeau personnalisé. Et nous avons introduit en avril-mai dernier aux États-Unis un nouveau membre de la famille Freeprints avec Freeprint Gift, qui est vraiment la première application mobile au monde qui adresse ce marché du cadeau personnalisé. Donc on va voir comment cette activité va se déployer, mais c'est vraiment un membre important de la famille Freeprints, on pense, pour les années à venir. Dans la continuité de l'acquisition de Personal Creation, nous avons racheté en septembre dernier Café Press au groupe Shutterfly. Café Press est l'une des marketplaces et l'une des sites dédiés à l'objet personnalisé les plus reconnus aux États-Unis. C'est une activité fortement complémentaire à Personal Creation, à Freeprint Gift, et qui va nous permettre à la fois d'élargir notre gamme de produits. Nous allons accéder à de nouvelles géographies où nous n'étions pas jusqu'à présent, notamment le Canada et l'Australie. Et nous avons également récupéré un certain nombre de licences commerciales comme Game of Thrones, Friends ou Marvel, sur lesquelles on va pouvoir capitaliser. Peut-être le point le plus intéressant
à travers Café Press, a été la possibilité de récupérer ce qu'on appelle une marketplace, qui est en fait une communauté de plusieurs centaines de milliers de designers, de graphistes indépendants, qui en fait développent du contenu pour la plateforme Café Press. C'est un concept qui est extrêmement intéressant parce qu'en fait, à travers cette communauté extrêmement importante, de nouveau plusieurs centaines de milliers de designers, on accède à un contenu quasiment illimité que nous n'avons pas à financer dans la mesure où le designer va se rémunérer à travers la vente de produits où on va utiliser son design, son dessin. Et donc, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant qui vous permet d'accéder à beaucoup de contenu sans avoir à le financer. Et de toute évidence, c'est quelque chose que nous allons essayer de déployer à travers l'ensemble des sites et des activités de Planet Art. Derrière cette acquisition de Personal Creation et de Café Press, il y a une nouvelle vision que depuis déjà 2 ans, nous essayons de pousser pour Planet Art et que nous appelons le concept d'e-commerce personnalisé. Pour essayer de vous expliquer de quoi on parle, l'e-commerce est de toute évidence, je dirais, l'un des grands gagnants du déploiement d'Internet sur ces 20 dernières années. L'e-commerce qui vous permet d'acheter aujourd'hui à peu près n'importe quel produit sur Internet. Produit le plus souvent produit en millions de copies en Chine et qui après est dispersé à travers le monde. Le concept de l'e-commerce personnalisé, en fait, à côté de l'e-commerce standard, est de donner la possibilité à nos clients de pouvoir acheter non pas un produit standard, mais un produit qu'il va pouvoir personnaliser à sa façon. Et en fait, c'est quelque chose qui aujourd'hui devient possible dans la mesure où vous avez une évolution extrêmement intéressante depuis, je dirais, à peu près 5 ans, des outils de production qui aujourd'hui sont capables assez simplement et à prix extrêmement réduit, sont capables de pouvoir produire des objets en toute petite série et qu'ils vont pouvoir généralement distribuer en circuit court. Et en fait, si vous voulez, c'est vraiment sur ces nouvelles capacités de production que nous avons construit Planet Art, dans un premier temps dans l'univers de la photo. Et l'idée aujourd'hui est vraiment de le déployer sur un nombre extrêmement diversifié d'objets et donc la capacité de pouvoir adresser un marché beaucoup plus large. Et notre sentiment est que ce marché et ce concept de l'e-commerce personnalisé, à terme, va prendre des parts de marché à l'e-commerce standard. Un mot sur AvantQuest. Un exercice, je dirais, de transformation. Une croissance du chiffre d'affaires de 9%, donc d'une certaine façon assez mesurée, mais également un ROC de 8% qui est en fait en décroissance par rapport à l'année dernière. Pourquoi ? Parce que nous avons basculé de façon forte d'un modèle économique de vente de licences perpétuelles à un modèle de vente d'abonnement. Donc l'idée est, au lieu de vendre une licence qui va permettre aux utilisateurs d'utiliser, je dirais, de façon infinie nos produits, on vend un abonnement, souvent, je dirais, pour la moitié du prix d'une licence perpétuelle. Généralement, ça coûte autant d'argent d'aller récupérer ses clients. Donc vous avez mécaniquement, dans cette phase de transition, un impact assez significatif puisque vous dépensez autant d'argent pour pouvoir récupérer la moitié du chiffre d'affaires. Et bien évidemment, si on fait ça, c'est pour pouvoir construire à terme une prédictibilité, une visibilité, une récurrence beaucoup plus importante de notre chiffre d'affaires et à terme, à fur et à mesure que ce business se déploie, une profitabilité beaucoup plus importante. Donc, un impact très fort sur cette année, mais vraiment pour construire plus de profitabilité à terme. Je voulais en fait vous donner un exemple de notre stratégie dans l'univers du PDF à travers notre marque propriétaire qui s'appelle Soda PDF. Donc une activité en croissance cette année de plus de 34%, qui aujourd'hui a complètement basculé en mode SaaS, mode par abonnement, pour 90% du chiffre d'affaires vendu sur cette marque, qui est à peu près le maximum que vous pouvez faire en mode SaaS, et aujourd'hui pour une profitabilité opérationnelle de 20%. C'est clairement le secteur sur lequel on est le plus avancé aujourd'hui dans notre activité logicielle, mais on commence à voir des tendances relativement intéressantes. Si vous regardez le marché du PDF, c'est un segment qui pèse aujourd'hui à peu près 7 milliards de dollars et qui reste en croissance importante de 20%. Donc c'est vraiment un business qui continue depuis une quinzaine d'années à grossir tous les ans d'à peu près 20%.
Et quand vous regardez les acteurs principaux de ce business, je dirais les meilleurs acteurs sont capables d'aller chercher jusqu'à 30% de profitabilité. C'est l'exemple par exemple d'Adobe, qui est bien évidemment le leader incontesté du secteur avec plus d'1 milliard de chiffre d'affaires qui est fait dans le PDF. Et ce sont des gens qui continuent à croître de 20% et qui sont capables d'aller chercher 30% de profitabilité. Derrière Adobe, vous avez en fait 3 acteurs qui se partagent l'essentiel du marché. Foxit, Nitro et Soda PDF. Donc on est aujourd'hui le 4e acteur mondial dans le monde du PDF. Et en fait, notre stratégie est vraiment de distribuer une solution toujours sur cette approche, ces modèles économiques freemium, avec, je dirais, une différenciation de Soda PDF qui est d'offrir le plus de fonctionnalités dans le monde du PDF pour le prix le plus intéressant. Et notre stratégie, c'est vraiment de pouvoir continuer à surperformer le marché du PDF, donc une croissance supérieure à 20%, donc qui reste idéalement dans les 30%. On est quasiment au bout du basculement de ce business dans le monde du SaaS. Hein, et en fait, l'idée est d'accroître notre profitabilité de 20% aujourd'hui pour se rapprocher des 30%. Ce que l'on fait aujourd'hui dans le PDF est quelque chose qu'on veut faire dans tous les secteurs sur lesquels on se concentre. Donc aujourd'hui, AvantQuest est vraiment structuré autour de 3 secteurs que sont le PDF, la photo et la sécurité. Pourquoi ces 3 secteurs? Parce que comme le PDF, la photo et la sécurité conservent une croissance relativement importante. C'est-à-dire que ce sont des secteurs qui sont en croissance de plus de 20% et sur lesquels on pense qu'on va continuer à croître de façon importante. Et de la même façon que dans le PDF, les principaux acteurs de ces secteurs sont capables d'aller chercher 30% de profitabilité. On a beaucoup investi cette année en termes de R&D pour développer de nouveaux produits sur chacune de ces 3 lignes de produits, PDF, photo et sécurité, avec le lancement de nouveaux produits pour chacune des marques. Et là encore, notre stratégie est pour chacun des secteurs, aller chercher une croissance forte, là encore de surperformer le secteur, donc avec des croissances supérieures à 20%, d'avoir un basculement à plus de 90% en mode SaaS et idéalement à terme d'aller chercher des niveaux de profitabilité supérieurs à 20%. Donc au fur et à mesure que ce business va se déployer, va devenir prépondérant par rapport au reste du business, l'idée est vraiment d'aller chercher une forte croissance et une forte profitabilité. Un mot sur notre dernière activité avec MyDevice. Un chiffre d'affaires qui aura été en hausse sur cette activité, mais qui reste encore relativement marginal par rapport au reste de Claranova. Le focus de cette année a été vraiment de se concentrer sur la partie commerciale en allant chercher un maximum de clients. Et sur cette année fiscale, à fin juin, on aura fini avec plus de 500 clients signés sur MyDevice pour environ à peu près 5000 déploiements. Et donc, ce qui nous donne sur l'avenir des perspectives de développement que l'on pense rester relativement fortes. Conclusion avant de reprendre de prendre vos questions. Le message aujourd'hui, après un exercice, je pense, assez solide dans une période extrêmement complexe qui aura eu énormément d'impact sur le monde économique sur ces derniers mois. Montre, je pense, à la fois la résilience d'un groupe du digital comme Claranova et aujourd'hui, nous conservons nos ambitions que nous vous avions présentées l'année dernière, qui est de pouvoir atteindre 700 millions de chiffre d'affaires avec 10% de profitabilité à horizon 2023, de nouveau malgré la situation actuelle.